Bien, je vais vous proposer de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Je vois que le nombre de participants grimpe. Alors aujourd'hui est une journée faite d'imprévus. Donc nous allons gérer ce petit séminaire numéro 2, webinaire numéro 2, sur comment innover pour une signalétique plus inclusive avec un beau plateau d'experts distribué, puisqu'un de nos experts est actuellement en route pour Lyon avec une petite heure de retard. Ce séminaire, ce webinaire, il est inclus, enfin on le fait dans une cadre de thématique qui s'appelle Inclusion Sport à horizon 2024. Donc, je vous laisse aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le concret et je vous donne quelques informations relatives à ce webinaire. Alors, il sera évidemment enregistré. On a beaucoup de gens qui attendent le replay. Et donc, comme le précédent, il sera évidemment enregistré. Vous avez la fenêtre de chat qui est prévue pour tout ce qui est conversation. Et vous pouvez également poser vos questions. Il y a un espace dédié à côté du chat en bas, ce qui nous permet de les compiler et puis de faire des réponses plutôt sur la fin, avec un temps évidemment dédié. Et puis pour les personnes sourdes et malentendantes, on a un système de retranscription automatique, bien entendu. Alors aujourd'hui, on aura sur le plateau, d'abord je vais commencer par Sandra, qui est chef de projet signalétique multisensoriel pour Omnisens. Bonjour Sandra. Damien. Bonjour Damien, bonjour à tous. Donc, chef de projet d'Omnisens, Omnisens, c'est 8 PME qui ont remporté le partenariat de signalétique multisensorielle et inclusive pour le compte de la Solideo. Solideo qui sera normalement présent avec nous sur la fin de l'intervention, donc représenté par Pierre-Antoine Léra, qui est donc chef de projet accessibilité pour la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques. Et donc, la chance d'avoir Pierre-Antoine qui est dans l'inclusion et l'accessibilité depuis le début quasiment de sa carrière. Donc, on est très content si on peut l'avoir en fin d'intervention, évidemment, si nos amis de la SNCF nous le rendent. Et évidemment, on aura cette fois-ci Sylvain, qui est un des associés d'Okinéa. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Donc Sylvain, qui est expert en accessibilité, qui a particulièrement suivi le projet côté Okinéa, qui représente un peu tout le savoir-faire qu'on a au sein de l'entreprise, et donc qui interviendra sur différents éléments. Sans plus tarder, aujourd'hui, le sommaire est relativement dense, mais je pense qu'il correspond aussi à une volonté de partager avec vous un certain nombre de traits quant à la démarche d'innovation qu'on a mis en place conjointement avec la Solideo. Donc, on aura un rapide contexte, puisque c'était Pierre-Antoine qui devait s'en charger. Il nous parlera sur la fin, pour le coup, de l'enjeu, c'est-à-dire la stratégie d'accessibilité universelle. Ensuite, Sandra nous détaillera la démarche d'innovation qui a été mise en place avec un centrage particulier sur les besoins des usagers et des utilisateurs. Et je pense que ce qui est le plus attendu aujourd'hui, c'est quelles solutions ont été développées dans le cadre de ce partenariat, ce qui vous permettra aussi d'avoir un coup d'œil. Et vous verrez qu'on a une démarche relativement ouverte, c'est-à-dire qu'on va partager aussi beaucoup d'éléments qui sont sous format Creative Commons, avec une volonté d'ouverture de la donnée, à la fois sur la partie recherche et développement, mais aussi sur la partie, évidemment, production de livrables. Et puis, évidemment, un temps qui vous intéresse particulièrement, vous pourrez poser toutes vos questions. On pourra se permettre éventuellement de déborder. Je précise aussi que l'enregistrement ne concernera pas la partie de questions-réponses. Sans plus tarder, Sylvain, je te propose de faire un rapide contexte sur le village olympique, et puis tu me fais signe pour passer, puisque c'est plutôt la partie de Pierre-Antoine qui est concernée sur cette slide. C'est ça. Bon, on va juste poser rapidement le cadre, puisque on l'espère tous, Pierre-Antoine pourra nous rejoindre en fin d'intervention et détailler un peu plus le propos. Ce qu'il faut juste comprendre à ce stade-là pour avoir une démarche logique, c'est que la Solideo a en charge, on va dire, 2 dimensions à travers les aménagements qu'elle réalise. La première, c'est livrer des installations dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, donc pour l'été 2024, mais également, et c'est fondamental dans la démarche, laisser la ville de demain en héritage. Et donc, il y a toute cette phase héritage post-jeu
qui a pour vocation d'intégrer dès le départ de la démarche la construction d'un quartier, en l'occurrence, le plus agréable, vivable, innovant possible pour faciliter le bien-être des personnes qui vivront dans cet espace-là. Donc la première notion importante à mettre en avant, c'est cette question d'héritage et de phase Jeux olympiques paralympiques. La seconde, c'est que dès 2019, finalement, la Solideo, à travers toutes les parties prenantes qui sont engagées, ont souhaité mettre au cœur de leur démarche une stratégie d'accessibilité universelle, innovante, multisensorielle, pour vraiment faire de ces zones des zones exemplaires en termes d'inclusion et d'accessibilité. Et donc, le constat, tu peux directement aller sur la phase 2, comme ça on va vite arriver sur la démarche d'innovation. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont acté de cette démarche en 2019, et compte tenu de l'échelle de ce quartier-là, Pierre-Antoine y reviendra, mais c'est une vraie ville en tant que telle qui est créée sur cette zone du village olympique et paralympique. Le constat a été fait qu'il n'y avait pas de solution clé en main pour aménager un quartier, quasiment une ville en tant que telle. Il y a bien des lois, des normes en place, mais la volonté d'aller très loin dans cette démarche d'inclusion et d'accessibilité faisait qu'il n'y avait pas un marché d'acquisition traditionnel qui pouvait être passé par la Solideo. Et donc, il a été décidé par la maîtrise d'ouvrage de lancer un marché qui s'appelle un partenariat d'innovation avec une première phase de R&D, de test, de concept, pour arriver finalement à déterminer les éléments qui seront installés sur la zone. Et c'est bien ce qu'on va vous détailler aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai été rapide et merci Sylvain pour cette synthèse. L'idée, c'est qu'on laisse la place à Pierre-Antoine après pour redétailler le pourquoi l'innovation. Finalement, ça va être Sandra qui va nous détailler un peu cette démarche-là. Les questions qu'on s'est posées, c'est finalement pourquoi entamer une démarche d'innovation alors même qu'on a des dispositifs d'accessibilité qui sont déjà réglementés, normalisés et qui sont déjà présents, parfois qui ont un standard d'usage. Et donc, ce qui a été important au sein du groupement, ça a été de reposer les bases d'une démarche complète d'innovation avec un centrage utilisateur. Et donc, Sandra, en tant que chef de projet, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les éléments clés de la démarche qui nous ont permis de prendre en compte un ensemble de paramètres et de faits qui sont extrêmement locaux et contextuels au village olympique, mais aussi qui ont une vocation à se généraliser, bien entendu. Absolument, oui. Alors la toute première des étapes, bien entendu, elle peut paraître évidente, c'est de rassembler toutes les compétences, monter une équipe de projet pluridisciplinaire. Alors en effet, ce groupement est déjà composé de 8 PME françaises, expertes et riches d'expérience sur ces sujets de signalétique inclusive, Okinéa Bâtiment, Tactile Studio, Polygraphique, Empreinte Signalétique, Atipi, Mangrove et Okinéa Tech et Okinéa Digital. C'est le choix qui a été fait par la maîtrise d'ouvrage de rassembler, dès le lancement de ce partenariat, un ensemble de compétences qui habituellement interviennent les unes après les autres sur ce type de projet. Là, on a tous réfléchi ensemble. On a voulu s'assurer, bien entendu, du concours et de la forte implication de la maîtrise d'ouvrage à chacune des étapes du projet, mais également des équipes de maîtrise d'œuvre des espaces publics qui sont en charge de l'aménagement général du village pour qu'ils comprennent bien quelles étaient nos ambitions, nos intentions et qu'elles puissent correspondre également à quels étaient leurs chantiers. Bien sûr, le concours également des équipes de Paris 2024 qui, elles, sont centrées plus sur la phase événement, la phase des Jeux. Notre objectif à nous était également de, bien sûr, même plus en priorité, viser la phase héritage, donc ce qui restera après les Jeux. Également avec nous, les studios qui ont été chargés d'un design plus global pour s'assurer de la cohérence des dispositifs sur l'ensemble des villages des athlètes, donc en l'occurrence le studio 5.5.
choisis par la maîtrise d'ouvrage, et surtout s'assurer de la forte implication des collectivités locales, des acteurs locaux qui connaissent leur territoire, les villes, bien sûr, de Saint-Denis, Lille, Saint-Denis et Saint-Ouen sur Seine, et plus généralement le territoire de Plaine Commune. Enfin, toujours dans cette équipe projet qui, à chacune des étapes, s'est réunie pour confirmer chacun des partis pris qui ont été les nôtres au fil de la phase de recherche et développement, eh bien, un comité sensoriel a été monté. Un comité sensoriel composé d'anthropologues, de socio-ethnographes, de psychologues, d'urbanistes, de spécialistes de la sensorialité, de spécialistes du genre également. Tous ces experts gravitant autour du projet, très impliqués dans les réflexions autour de la ville inclusive. Une équipe projet donc, qui, à chacune des étapes de la phase de recherche et développement, a pu donner son avis. L'objectif était de prendre de la hauteur, de challenger les tests et de guider la mesure d'impact, finalement, qu'on constatera sur ce village. Deuxième étape, bien sûr, analyser le territoire. Son fonctionnement, ses repères, les repères géographiques, architecturaux, les pôles majeurs, magnétiques, naturels, comme la Seine, naturellement, l'île Saint-Denis. On identifie les repères architecturaux existants et ceux à venir, et les points d'intérêt futurs. À chacune des étapes également, les acteurs locaux ont pu nous confirmer quels étaient les intérêts d'orienter vers tel ou tel pôle, en fonction qu'ils proposent des services liés notamment à l'éducation, la culture, le sport. On a fait ces choix puisqu'ils sont complètement en phase avec le devenir de ce territoire. Troisième étape, définir ensemble le concept d'orientation en tenant compte justement de ces repères qu'on a pu identifier lors de l'analyse terrain. Les repères cardinaux, on a pu le constater en particulier sur ce territoire, n'étaient pas suffisamment intuitifs, notamment en raison du sens, de la position de la Seine et son sens d'écoulement. Donc on a proposé, la toute première des étapes, en fait, ça a été de proposer une cartographie à réalité modifiée. On a proposé une rotation à 40 degrés, vous voyez, pour que finalement, on repère bien un axe nord-sud, est-ouest, ce qui nous a permis d'identifier aussi une autre opportunité, celle de proposer une cartographie simplifiée pour corréler avec la cartographie, disons, mentale qu'on a en tant qu'usager dans un lieu. Ensuite, au fil d'une analyse plutôt cartographique en plan, on a pu identifier un maillage de places qui sont également des points de repère capitaux pour s'orienter. Donc, en synthèse, notre concept d'orientation tourne autour d'une boussole signalétique à réalité dite modifiée, qui simplifie la cartographie mentale d'orientation pour l'usager. On a identifié des destinations majeures, des destinations secondaires, et on a une volonté de simplifier de façon très importante la représentation donc, du quartier. Parmi les innovations, les nouveautés, donc au fil de ce projet, on a pu proposer aussi des cartographies linéaires à la façon du métro mapping, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, quatrième étape, effectivement, on s'est bien sûr inspiré de bonnes pratiques en questionnant des concepteurs sur leurs erreurs, leurs réussites, comprendre leurs choix, pour nous aussi pouvoir adapter notre réflexion. Ensuite, bien entendu, maîtriser les contraintes réglementaires. C'est quoi? C'est identifier les règles d'urbanisme qui s'appliquent de façon plus précisément sur le territoire. Identifier éventuellement les cahiers des charges ou référentiels techniques locaux à prendre en compte. Et bien sûr, les textes réglementaires, les normes qui, on le verra juste ensuite, ont montré leurs limites, celles qu'on a voulu donc dépasser. Ensuite, faire pour tous, avant de faire pour chacun. Alors comment? Effectivement, on a voulu éviter de tomber dans l'écueil d'une analyse essentiellement tournée vers le handicap. On a du coup essayé de mettre au point, et on y est parvenu, un outil générateur de profils aléatoires. Vous voyez finalement des extreme users. C'est-à-dire qu'on a identifié quelles allaient être les capacités, quelles sont les capacités de chacun. Et on a pu mettre en perspective, en valeur des profils qui nous ont permis de tester finalement tous nos dispositifs.
On a utilisé une méthode qui est celle des profils dits animaux. Présentation, on recueille donc les capacités physiques, sensorielles et cognitives des testeurs en fonction de leur mode de déplacement, leurs habitudes de déplacement. Je ne sais pas si on peut aller dans le détail. Expliquez déjà les grands profils, c'est toujours intéressant. L'araignée, la taupe, le dauphin et le renard. Le dauphin, par exemple, sans avoir besoin de préparer son déplacement, il connaît les codes et ressources d'aide à l'orientation, les utilise. C'est un profil de quelqu'un qui est débrouillard, qui a des facilités sociales. Et en ressources, on sait qu'il va avoir tendance à utiliser des plans, de la signalétique, le GPS. La taupe peut être désorientée, même en présence d'informations claires. Elle suit un guide, elle est perdue si elle se retrouve seule. Donc un profil plutôt craintif, effrayé, dépendant. Donc il a besoin d'assistance humaine, de GPS. Voilà, on s'est inspiré de ces études et de cette méthode pour mettre en valeur, donc du coup, plutôt les capacités de chacun. Et plus généralement, on a du coup pu constituer un panel universel d'usagers avec l'aide d'Atipi et Mangrove, là en l'occurrence. L'objectif était de se centrer sur l'usage et l'expérience utilisateur. Un panel universel d'usagers très riches, très nombreux, qui nous ont vraiment éclairés, puisque certains partis pris ont été vraiment remis en question au fil des tests. On a pu revoir notre copie sur certains aspects. Ça a été très riche d'enseignements, des tests qualitatifs plus que quantitatifs. L'objectif n'était pas forcément de valider telle ou telle norme, mais véritablement d'apporter une véritable qualité d'expérience au fil de ces tests. S'en est suivi bien sûr du coup une phase d'analyse, et puis on a pu en extraire un rapport de capitalisation qui nous a permis vraiment d'ajuster et de corriger nos prototypes qui ont été testés sur place. Très important de réaliser les tests in situ, en tenant bien compte de toutes les perturbations sensorielles qu'il peut y avoir justement sur le terrain au cours des tests. Voilà, en 8e étape, comme vous le voyez là, pensez bien sûr à l'intégration harmonieuse du dispositif. L'aspect esthétique, design est très important pour que les riverains s'approprient un dispositif et quelque chose qui leur plaise, in fine. Néanmoins, attention, la signalétique aussi doit remplir une fonction, bien sûr celle d'orienter, et donc forcément de ressortir un petit peu comme ça du paysage, de l'environnement, en effet, pardon, merci. Et voilà, donc il y a un réglage fin à trouver entre l'intégration esthétique dans l'environnement et bien sûr une accessibilité efficace. Ensuite, bien sûr, garantir la permanence des informations dans le temps. Ça, c'est ce dont on va avoir, enfin, c'est ce qu'on va avoir à mettre en place à la fin du projet. C'est qu'il y aura vraiment identifié des personnes, des acteurs locaux qui seront en charge de cette veille, car on sait que si finalement un lieu change d'appellation ou change de destination, là, pour le coup, eh bien, il y a à tenir à jour ces informations. Et enfin, mesurer l'impact de la signalétique multisensorielle inclusive pour favoriser la réplicabilité des solutions inclusives. Merci Sandra. Alors c'est vrai que vous l'aurez compris, hein, on a eu une démarche à la fois centrée sur l'utilisateur, mais aussi, alors l'utilisateur au sens large, hein, les utilisateurs de l'espace urbain. Il y a eu un ancrage de fait dans l'analyse urbaine qui a été finalement valable pour tous, c'est-à-dire que quelle est la lecture du territoire que doit avoir un utilisateur, comment l'orienter et comment peut-il se repérer. Il y a eu évidemment un passage fin sur l'ensemble des réglementations et des produits existants pour inspirer l'innovation tout en étant pas dans une révolution absolue, ce qu'on appelle l'innovation de rupture totale, alors même que en fait, il y a certaines choses qui demandent à être ajustées au plus juste usage au final. Et donc sans plus tarder, on va vous partager un certain nombre d'éléments clés qui ont été trouvés dans l'ensemble de la démarche. Peut-être juste préciser en 2 mots qu'effectivement, on a proposé des concepts divers. On a fait 2 grosses phases de test. Une première dans le quartier de Vèze à Lyon, avec tout un panel de testeurs avec des profils extrêmement différents. On a pu tirer un grand nombre d'enseignements. On a vu des conflits d'usage, notamment à travers le podotactile, qui pouvait poser des soucis
pour certains usagers en fauteuil, amener de la valeur à d'autres, le sonore qui apporte évidemment de l'information pertinente pour des personnes en situation de handicap visuel, mais qui peut, on l'a vu dans le cas de certaines déficiences mentales ou cognitives, venir un petit peu heurter l'utilisateur. Et donc, on a fait ensuite une deuxième phase de test directement sur le site pour pouvoir tester tout au long d'un parcours l'ensemble des dispositifs et réaliser les derniers aménagements qui nous ont amenés à la fin de l'année 2022 sur le concept définitif. Absolument, et donc vérifier finalement leur complémentarité. C'est ça, exactement. C'est un système global, ce n'est pas une adjonction de solutions indépendantes les unes des autres. Il y a bien cette notion de système à l'échelle du territoire et je vois que Pierre-Antoine nous a rejoint. C'est ce que j'allais préciser avec joie. Bonjour à toutes et tous et désolé pour ce retard indépendant de ma volonté. Bien entendu. En tout cas, heureux que tu aies pu nous rejoindre. Du coup, on a terminé la phase R&D et là, je vais détailler, alors sans rentrer trop dans le détail, mais quand même donner des éléments assez concrets de ce qu'on a pu tirer de cette phase R&D et qui sera mis en œuvre. Et puis, on te laissera élargir du coup et reposer la base de la vision de la maîtrise d'ouvrage. Alors, effectivement, Sylvain, je pense que c'est le moment de parler des sens qui sont concernés pour permettre ce repérage et cette orientation au sein du village des athlètes. Alors finalement, cette approche inclusive et multisensorielle nous amène à concevoir ce qu'on va appeler un mix sensoriel, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à travers les profils d'utilisateurs aux différentes modalités auxquelles ils peuvent faire appel. On ne rentre pas par le prisme de la situation de handicap, mais plutôt par le prisme cognitif qui permet de cette prise d'information pour être orienté et atteindre une destination le plus simplement possible. Et donc finalement, ce mix sensoriel, il va passer évidemment par la vue, puisque ça reste le principal sens qui est mobilisé en termes d'orientation pour ceux qui le peuvent. C'est comme ça qu'on se déplace majoritairement, évidemment. On a rajouté du toucher, mais aussi du tactile, mais du podotactile, c'est bien les deux éléments qui sont sollicités. Et puis l'ouïe avec de l'information sonore, vocale, pour pouvoir amener ces informations aux personnes qui ne peuvent pas les voir. Donc c'est bien un mix sensoriel qu'on a essayé de travailler à l'échelle des différents dispositifs. Sur la partie podotactile, on a 2 normes françaises sur la partie éveil de vigilance et guidage. Donc évidemment, on a intégré ces éléments-là. Mais on est venu compléter la partie podotactile avec des bandes d'interception au droit des traversées. Il y a des travaux qui sont menés à ce sujet-là. Ça a été validé. Donc le but du jeu, c'est de permettre à un utilisateur de manière podotactile de détecter la présence d'une traversée piétonne. Il y a des tapis traversants aussi qui seront déployés sur la chaussée elle-même pour faciliter la traversée. Il y a du sonore, évidemment, à travers les répétiteurs qui eux, font l'objet d'une norme et d'un déploiement réglementaire en France. Donc, le podotactile est complété par ces bandes d'interception, tapis traversants, et puis des éléments de marquage au sol pour aider au repérage des équipements pour les personnes déficientes visuelles. Donc, il y a un système aussi de repérage qui, lui, n'est pas normalisé, mais qui vient en complément et faciliter finalement l'identification des points d'information. Évidemment, on a travaillé aussi autour notamment des plans sur une carto. Alors, ça a été évoqué, en fait, simplifier la lecture du territoire pour en faciliter la carte mentale. On sait bien qu'on a tendance à se représenter l'espace de manière simplifiée, plutôt orthogonale, même quand ce n'est pas le cas. Donc, on a travaillé sur cet aspect-là, finalement, à travers notamment 2 dispositifs que vous voyez ici. Celui de droite sont des plans d'orientation. Il y en a 2 types de taille qui ont une vocation à faciliter pour tous, et évidemment ce point-là est important, la représentation de l'espace à travers une lecture simplifiée du territoire, à travers des points de repère, on a vu, des pôles magnétiques. Évidemment, on a la Seine qui est un élément structurant du territoire. Il y a le stade Saint-Denis, il y a la tour Pleyel. Donc, c'est des éléments de repère visuels qu'on a et qui vont pouvoir aussi être représentés tactilement et donc pour des personnes en situation de handicap visuel, se faire une cartographie mentale de l'espace. Autre élément relativement innovant qu'on a déployé sur le territoire, c'est donc ce qu'on a appelé des cartographies linéaires. Vous voyez sur la gauche
de la slide, un peu donc dans cette idée de lecture métro mapping, finalement d'avoir une lecture assez simple. On rapproche comment dire, les éléments visuels d'un système orthogonal. Je suis sur un axe, la carto est positionnée dans cet axe-là, et puis je vais avoir des perpendiculaires avec les noms de rues qui seront dispensés tout au long. C'est un système donc, qui est visuel simplifié, qui sert à tout le monde. La taille des caractères, le contraste a été travaillé bien évidemment, le petit repère jaune au-dessus pour faciliter le repérage de ces éléments de signalétique qu'on va retrouver un peu sur tous les équipements, et puis du sonore qui est ajouté. Le choix a été fait suite au test de ne pas ajouter de braille sur ces cartographies linéaires parce que finalement ça vient alourdir le temps nécessaire d'appréhension à la prise d'information. Donc il y a du sonore qui permet d'obtenir rapidement de l'information et qui est complémentaire de la partie tactile. Et donc, on a bien ces éléments de repérage pour faciliter sa mobilité. Si on passe à la slide d'après, en complément, il y a du sonore. Et évidemment, une des questions qui se pose, c'est comment je peux repérer, en tant que personne déficiente visuelle, ces équipements dans l'espace, comment je les atteins. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une norme française, la NFS 32002, qui vise à normaliser la partie feu sonore qui s'active aujourd'hui avec une télécommande normalisée qui est disponible assez largement sur le territoire. Cette télécommande-là active les feux, donc active les feux sonores qui sont évidemment sur ce territoire et dans ses abords, comme dans la plupart des villes en France aujourd'hui. C'est un dispositif qui est une fois de plus extrêmement largement déployé, plus de 300 000 feux sonores équipés sur le territoire. Et donc on utilise cette télécommande normalisée pour faciliter la localisation de ces équipements. Donc la cartographie linéaire peut être identifiée à l'aide de cette télécommande. Quand j'arrive à proximité, ma télécommande, soit j'appuie dessus, soit je suis en position automatique. Et donc, finalement, c'est la signalétique qui se manifeste à moi. C'est valable également pour les plans d'orientation, bien entendu. On a dû traiter aussi sur le territoire des traversées sans feu. C'est aujourd'hui un vrai sujet de préoccupation pour un certain nombre de métropoles. On va dire que la simplification et le retrait de certains feux piétons sur le territoire, les zones de rencontre où on va favoriser le piéton, crée une gêne et une difficulté pour les personnes en situation de handicap visuel pour traverser la rue de manière simple et apaisée. Et donc, on a testé, et ça a été validé par un grand nombre d'usagers, le principe de traverser sans feu avec des mâts, des balises sonores qui, un peu à l'image du feu piéton, vont permettre de, repérer l'endroit de la traversée, et donc je vais pouvoir bien traverser au bon endroit. Le fait que les deux systèmes soient reliés fait que ça me crée un couloir sonore qui va faciliter finalement l'atteinte de l'autre côté de la route en toute sécurité et pas me retrouver au milieu du carrefour. Et donc ce système sonore va permettre de fournir une information sur le fait qu'on traverse une chaussée. Et puis un dernier élément rapidement, les potelets sonores, puisque aujourd'hui l'emprise, on va dire, et l'autorité de compétence est essentiellement voirie. Or, il y a des ERP qui sont sur cette zone-là, un grand nombre. Peut-être que Pierre-Antoine reviendra dessus. Or, si on attend de négocier, entre guillemets, que chaque ERP accepte de mettre une balise sonore pour favoriser le repérage de la porte d'entrée de ce dit ERP, ça va être compliqué. Or, on voulait quelque chose d'homogène sur le territoire, avoir cette continuité de la chaîne du déplacement sonore. Et donc, il y a un certain nombre d'entrées d'ERP qui seront localisées à travers des potelets sonores qui seront mis à proximité des entrées. Donc, on a bien un système global qui permettra aux personnes en situation de handicap visuel de se repérer à l'aide de cette télécommande ou d'applications, puisqu'évidemment, on est dans un monde qui est de plus en plus, on va dire, utilisateur de smartphones. Et donc, ces systèmes-là peuvent s'activer avec le smartphone. L'autre avantage du smartphone, c'est que ça permet d'intégrer des langues. Et donc, c'est un élément aussi important d'inclusion. C'est qu'on peut diffuser des messages dans la langue d'un utilisateur étranger qui va pratiquer ce territoire-là et facilement changer le contenu des messages. Par exemple, pour la phase JOP, avec des noms de lieux qui sont propres à cette phase-là, qui seront changés. Et puis, en phase héritage, reprogrammer les messages sonores pour qu'ils soient en phase avec les nouvelles nomenclatures, j'ai envie de dire, du territoire. Dernier point sur lequel on voulait faire un focus aujourd'hui, c'est la question du digital. Quand on parle de signalétique, de repérage, d'orientation extérieure, évidemment, il y a tous les éléments physiques, on n'a pas détaillé. Évidemment, il y a des mâts d'orientation et de repérage, on va dire traditionnels, mais sur lesquels on a prêté une attention très forte
au contraste, à la lisibilité des contenus, etc. Mais la question du digital, finalement, se pose assez peu. Or, la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, aujourd'hui, pose un certain nombre d'éléments, et notamment la question des données d'accessibilité à proximité des arrêts de transport en commun. Et donc, il nous semblait, et Pierre-Antoine pourra le confirmer, important d'intégrer cette notion et les éléments de la loi LOM pour finalement faire de ce territoire un territoire emblématique, innovant, en avance sur les éléments d'obligation de cette loi LOM. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bénéficiait sur ce projet-là de la plus grosse BIM d'Europe. BIM, donc maquette numérique du quartier village olympique et paralympique. Et donc cette BIM qui sert à finalement construire et réaliser tous ces ouvrages-là, nous sommes allés regarder dans quelle mesure on pouvait automatiser l'extraction des données. La loi LOM, c'est 19 objets, une centaine d'attributs. Donc, c'est un certain nombre de données objectives qui sont normalisées dans le cadre de cette loi LOM. Et donc, aujourd'hui, on passe essentiellement par du relevé manuel pour aller mettre ça à disposition. L'objectif, in fine, étant de permettre à des utilisateurs d'avoir accès à des calculateurs d'itinéraires sur application smartphone de manière ouverte. Les données doivent être mises à disposition d'opérateurs tiers qui vont proposer des calculateurs d'itinéraires qui intègrent les capacités des utilisateurs. Et donc, sur ce territoire-là, on a fait un test et on a finalement vu qu'on pouvait créer un pont digital et automatique entre la maquette numérique, les attributs de la norme loi LOM, pour finalement proposer un pont qui permet d'avoir de la donnée en temps réel et d'automatiser le lien entre la base de données disponible pour des opérateurs qui veulent proposer ces calculateurs d'itinéraire et la BIM qui est mise à jour en temps réel. C'est un gain très important, évident, pour la maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir fournir une expérience qui est la plus mise à jour, j'ai envie de dire, possible, et finalement, de manière sous forme d'open data, de rendre ces données accessibles à des opérateurs qui vont proposer ces calculateurs d'itinéraire. Donc, il y a vraiment cette dimension-là, digitale et physique, qui viennent se compléter pour que chacun, en fonction de ses préférences, ses mobilités, de ses capacités, puisse se déplacer de manière extrêmement simple au regard de ses habitudes sur ce territoire-là, qu'il le pratique régulièrement ou qu'il soit visiteur très occasionnel. Merci Sylvain pour ce détail. On a beaucoup de questions, je ne vous cache pas, qui sont sur les dispositifs. Et pour autant, évidemment, le propos initial de Pierre-Antoine me semble important, c'est-à-dire quel est le contexte du village olympique, pourquoi une démarche d'innovation. Et donc, je propose de remonter dans le temps, vieux rêve humain, de pouvoir faire ça, et de donner la parole à Pierre-Antoine sur cette partie contexte. Alors, je vais donc passer rapidement les slides et te laisser la parole, Pierre-Antoine, pour que tu puisses nous détailler finalement quel est ce village des athlètes dans lequel nous avons effectué la démarche d'innovation pour un meilleur repérage et une meilleure orientation pour tous. Très bien, merci Damien. Donc le village des athlètes, comme son nom l'indique, c'est le quartier qui accueillera en 2024 les Jeux olympiques puis les Jeux paralympiques. Donc en fait, c'est un morceau de ville qui est à mi-chemin sur trois communes, à savoir Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l'île Saint-Denis. Donc c'est un territoire d'environ 52 hectares. Et c'est une vraie transformation urbaine puisque avant le village, on avait principalement des sites industriels assez anciens. Donc la Solidéo, après je vais un petit peu présenter notre stratégie d'accessibilité, mais on est l'établissement public qui est en charge de la bonne livraison des sites et infrastructures pérennes dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Donc, je ne vais pas trop m'apesantir, mais on a un rôle qui est un peu double, donc qui est à la fois celui d'aménageur, notamment sur le village des athlètes et également sur le village des médias, et on a un rôle qui est la supervision de la construction ou de la rénovation des autres ouvrages olympiques et paralympiques, tels que le centre aquatique olympique, l'aréna Porte de la Chapelle, le gymnase Pierre de Coubertin. Donc en tout, on travaille sur 64 objets différents. Et c'est vrai que notre plus gros projet, c'est ce village des athlètes, puisqu'effectivement, là, c'est vraiment un projet de ZAC, de zone d'aménagement
concerté et qui aura vraiment cette double vie. Donc, c'est ce qui fait aussi la spécificité de ce projet-là, parce qu'on est finalement dans un cadre de projet qui peut s'apporter à un écoquartier. Donc, avec évidemment une vision, un objectif qui est de laisser en héritage un village qui fonctionne et qui soit utile aux futurs habitants, mais qui va accueillir pendant 5 semaines le plus gros événement sportif mondial et le 3e plus gros événement sportif mondial, que sont les Jeux paralympiques. Donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que donc la Solideo, au-delà de cette mission d'assurer cette bonne livraison, on a un faisceau d'ambition un petit peu Je vous en prie. qui est tout d'abord l'excellence environnementale, avec effectivement ce travail sur la réduction des émissions carbone, sur assurer le climat, le confort urbain en vue des changements climatiques à l'horizon 2030-2050 et de favoriser la biodiversité, en passant aussi par les questions d'économie circulaire. On a aussi une ambition sur les questions d'insertion, ça c'est plus dans la manière dont on fait les chantiers. Donc en assurant 25% de nos marchés au TPE, PME et 10% des heures travaillées à des publics en insertion, et évidemment donc une stratégie d'accessibilité universelle, donc une fois de plus qui va s'appliquer à tous les ouvrages. Donc je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, bon, ça c'est sur le village. Donc sur cette question de stratégie d'accessibilité, donc ça c'est ce qui fait aussi un petit peu la genèse, qui annonce la genèse du projet, puisque sans cette stratégie on n'aurait pas pu mettre en place un tel projet. Donc ça a été voté, une stratégie qui a été votée en conseil d'administration en 2019, donc très tôt dans l'histoire, je dirais, de la Solideo. Et surtout important, qui a été co-concerté en fait avec un certain nombre d'acteurs, donc des acteurs institutionnels, donc évidemment la délégation ministérielle à l'accessibilité, le comité interministériel autour du handicap, les acteurs associatifs, avec donc les plus grandes structures qui représentent les associations, et évidemment l'ensemble des collectivités qui vont être impliquées dans les ouvrages olympiques et paralympiques. Alors, ce qui est intéressant finalement de présenter cela après avoir présenté la démarche générale, c'est qu'on voit que les 5 axes qui ont été identifiés dès le début recoupent totalement en fait ce qui a été fait dans ce projet, puisqu'on a choisi de travailler à l'ensemble, sur l'ensemble des ouvrages encore via une démarche de conception universelle, donc notamment en essayant de faire en sorte que la diversité des situations et des capacités soit plutôt une forme de normalité, un point de départ de la manière dont on pense les projets. Traiter l'ensemble de la chaîne de déplacement. Donc là, on voit bien qu'effectivement, c'est l'objet même d'un projet d'environnement de signalétique. Et il y a aussi ce soin qui va être porté à aller un peu plus loin que le territoire propre du village des athlètes et emmener aussi les territoires dans les démarches. Un axe sur la sensibilisation, de l'information et de la communication. Donc là, naturellement, on est en plein dans le cœur du sujet. Un axe qui est sur la résilience urbaine et l'innovation. Donc c'est évidemment un projet innovant. Et pourquoi effectivement avoir appelé cet axe à résilience urbaine et innovation? C'est parce que on voulait avoir effectivement ce socle robuste d'accessibilité, donc vraiment des conditions d'accessibilité optimales, et puis venir amener des surcouches d'innovation qui puissent amener un gain supplémentaire. Mais on ne voulait pas que le niveau d'accessibilité puisse dépendre de solutions innovantes ou de solutions numériques, et c'est pour ça qu'on a ce travail sur le numérique qui vient sur ce socle résilient. Et ensuite, donc, le dernier axe, c'est de laisser un héritage méthodologique. Et évidemment, c'est un des objets de ce projet, puisque cette démarche qu'on met en place sur ce territoire-là, on souhaite la répliquer, la dupliquer sur d'autres projets analogues, d'autres projets d'écoquartier. Alors Pierre-Antoine, peut-être la genèse de la démarche, comment c'est venu une démarche d'innovation? Pourquoi une démarche d'innovation? On parlait en ton absence de dire il y a des dispositifs qui existent, qui sont réglementaires, d'autres qui sont normés. Finalement, pourquoi innover? Alors là, c'est vraiment de considérer, je
dirais, les besoins propres hein, des usagers sur l'espace public. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on parle vraiment d'orientation et donc de systèmes qui vont favoriser l'orientation et l'appropriation des lieux, on est souvent sur finalement de la signalétique visuelle et souvent textuelle, ce qui de fait va exclure un certain nombre d'usagers, hein, donc toutes les personnes finalement qui n'ont pas la possibilité de voir ou de comprendre les informations. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut aller vraiment plus loin que, alors évidemment que les questions réglementaires qui sont assez peu disantes sur ce sujet, on va dire spécifique, l'accessibilité des espaces publics. Et finalement, nous, en cherchant un petit peu ce qui pouvait être fait par ailleurs, on n'a pas vraiment trouvé de solution clé en main. Donc, qui adresserait de fait plusieurs champs sensoriels, puisqu'on ne peut pas être uniquement sur le champ visuel, et qui soit un tout, je dirais, intégré et qui soit en harmonie avec le territoire. Donc, effectivement, sur ces questions de multisensorialité, on a eu l'impression que plus de choses existaient peut-être à l'intérieur des bâtiments, donc pour les établissements recevant du public, mais rien qui était directement transposable aux espaces publics, ni finalement de prestataires qui auraient déjà cette démarche intégrée. Et donc, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait aller un cran plus loin et donc activer un levier d'innovation. C'est pour ça qu'on a mis en place en fait une consultation sur un partenariat d'innovation qui est en tant que tel une forme de marché qui est un peu innovante puisqu'elle n'est pas encore très répandue. Et donc, il y a un peu une double spécificité déjà d'être un partenariat. Donc, ça implique vraiment que maîtrise d'ouvrage, groupement et finalement tous les acteurs du projet soient impliqués dans une démarche avec vraiment des interactions fortes. Et c'est notamment ce qui a été le cas, hein, enfin, voilà, je pense que vous l'avez dit, avec notamment l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine, puisque finalement le projet il va aussi questionner les pratiques en termes d'aménagement urbain. Donc il y a vraiment un lien très fort entre le groupement Omniscience et puis notre équipe de maîtrise d'œuvre. Et partenariat d'innovation, c'est aussi séquencé en 2 étapes avec une phase de recherche et développement qui donc doit nous amener à réfléchir et penser le dispositif global, puisqu'au départ, finalement, on n'avait pas d'idée totalement préconçue du dispositif technique qui serait mis en place. Et une phase après plus classique, donc c'est la phase dans laquelle on rentre, qui va être de fabriquer et d'installer les dispositifs. Et donc, comme point de départ, je dirais comme feuille de route de la consultation, donc évidemment, on avait déjà cette idée de signalétique inclusive et donc de fait multisensorielle. Et comme cahier des charges global, en fait, on avait identifié 5 axes dans le programme fonctionnel, donc qui était de prendre en compte l'ensemble de la population. Donc là, implicitement, on est vraiment dans des questions de conception universelle, s'adresser à différents champs perceptifs. Bon, il me semblait bon quand même de le rappeler, même si c'est un peu implicite quand on prend en compte l'ensemble de la population. S'inscrire naturellement dans les parcours piétons aussi. C'est vrai qu'on ne voulait pas que ce soit un surplus inélégant, mais on voulait vraiment qu'il y ait cette continuité et voir cette approche qui peut être un peu implicite, c'est-à-dire qu'on est guidé, on aide l'appropriation du territoire est facilitée, mais de manière qui peut être un peu implicite. Prendre en compte les spécificités territoriales dans la création du contenu de l'information. Donc ça, je pense qu'effectivement, Sandra et Sylvain l'ont bien présenté, hein, et je pense que c'est le point de départ de tout projet finalement de signalétique, déjà de s'appuyer sur les ressources hein, du territoire et induire un rapport positif au territoire dans le prolongement des actions de démarche artistique, puisqu'on mène aussi à l'échelle du village une démarche artistique. Et ça nous semble important, une fois de plus, que cette signalétique, elle puisse participer de ce rapport positif. Et on voit d'ailleurs que c'est quand même relativement le cas, parce que sur la deuxième phase de test hein, dont parlait Sylvain, on voit qu'il y a un vrai attrait par rapport à ces dispositifs tactiles, sonores, et qu'au-delà du message et de l'aide que ça apporte aux publics qui en ont besoin, il y a aussi un effet un peu de médiation, c'est vrai que ça peut permettre à des gens de comprendre que le tactile et le sonore, c'est important, et ça peut faire aussi donner un autre point de vue sur le territoire avec cette représentation et ces informations. Voilà, donc ça, c'était vraiment le point de départ.
Et c'est vrai qu'après, donc on était dans le cadre d'une consultation et parmi les offres qui nous sont arrivées, le groupement Okina, effectivement, de par vraiment la multiplicité aussi de ses compétences, nous semblait le plus à même à porter le projet et investir aussi toutes les dimensions du projet. Et petite parenthèse aussi, c'est vrai que évidemment, donc cette ambition d'accessibilité, elle est déclinée sur le village, et on a aussi demandé effectivement aux groupements qui construisent les lots immobiliers d'avoir effectivement cette réflexion sur l'accessibilité. Et un des éléments qui est aussi facilitant un peu dans le cadre de la démarche globale, c'est que on leur a demandé, et ça s'est naturellement inscrit dans l'écriture architecturale, mais d'avoir une couleur particulière pour chaque bâtiment. Donc ça fait partie de ces éléments un peu implicites qui finalement ne sont pas réellement de la signalétique, puisque c'est aussi comment amener une diversité esthétique au paysage, mais qui vont quand même faciliter le repérage et l'appropriation de toutes et tous. Voilà, donc je pense que ça cadre bien un petit peu la démarche. Bon, finalement, de le faire après, ça permet aussi d'expliquer pourquoi on en est Exactement. Là. Et de faire de cette contrainte temporelle une opportunité de réexpliquer, de recontextualiser. Merci Pierre-Antoine pour ça. Merci pour aussi le retour positif sur notre collaboration. Alors, je vais vous proposer une ressource, puisque ça vient en complément de ce que disait Pierre-Antoine. Oui, on ouvre la démarche. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans votre boîte mail fin avril, vous aurez le guide de conception qui contient la démarche sous un format à définir, mais qui va être vraisemblablement du Creative Commons, à voir quel type de licence, mais il y a vraiment une volonté d'ouvrir à la fois le côté démarche, donc, qui a été expliqué par Sandra, mais aussi la grammaire multisensorielle qui en découle. Et donc, ça répond que partiellement à une question de Chloé sur la réplicabilité de la démarche. Donc, ça, vous l'aurez dès la fin de la validation. Vous aurez tout le retour qu'on peut vous faire. Ça va être le moment des questions. Et pour faire un fil qui me paraît assez cohérent, il y a des questions qui sont à orientation de la démarche et de la réplicabilité de la démarche, jusqu'à des questions d'entretien des produits qui sont mis en œuvre. Donc, ça me semble intéressant de parler de questions de Chloé. Pensez-vous que ces démarches d'innovation et d'inclusivité pourraient être adaptées à des quartiers plus anciens, ou est-il nécessaire qu'un quartier, un bâtiment soit construit avec ces démarches dès le départ ? Donc, je pense que Pierre-Antoine, en tant que passionné d'accessibilité et expert dans le sujet, tu peux te... Est-ce que tu as vu des différences en fait entre la démarche qu'on a conduite et ce que tu penserais conduire sur un quartier qui est déjà existant, par exemple ? Par exemple, il y a l'analyse urbaine qui reste quand même, somme toute, la base sur laquelle on a construit. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as envie de répondre ? Alors, ouais, mon sentiment, c'est que je pense que la démarche en tant que telle, elle est relativement réplicable, hein, puisqu'effectivement, on a cette question quand même de se baser sur l'existence, cette question d'analyse territoriale, et puis d'enrichir finalement sensoriellement, hein, le dispositif. En revanche, c'est sûr qu'on n'arriverait peut-être pas totalement au même résultat, et que les possibilités d'intervention serait un petit peu moins. Donc, on ne pourrait sûrement pas, je dirais, recréer l'ensemble d'EMA. Il faudrait sûrement un peu plus composer avec l'existant. Mais bon, je pense vraiment que cette démarche de réfléchir à comment enrichir sensoriellement et comment aussi impliquer un petit peu les usagers dans ce qui met en place, ça, ce serait, à mon avis, reproductible et vertueux. Exactement, merci pour la réponse. Et effectivement, c'est le travail qu'a mené notamment Polygraphique et Atipi sur l'analyse urbaine, des choses qui sont finalement assez communes, qui permettent après d'aller vers une stratégie de repérage et d'orientation qui prend forme dans de la signalétique multisensorielle pour favoriser l'inclusion d'un quartier. J'ai d'autres questions qui concernent particulièrement les dispositifs sonores. Je pensais à Sylvain pour une réponse. Question de Marion. Le système sonore de traversée piétonne sans feu, quel bruit avez-vous choisi pour éviter que la personne pense qu'elle a le feu vert piéton ?
par exemple. Donc, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est la ritournelle, etc. Et puis, est-ce que les équipements seront activables aussi par télécommande ou est-ce que c'est plutôt uniquement dédié smartphone? J'ai la réponse, hein, mais... Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. En fait, la volonté, c'est de permettre les usages différents. Évidemment, le système doit être compatible avec la télécommande universelle, parce que oui, beaucoup d'utilisateurs privilégient ce mode d'activation simple et habituel, j'ai envie de dire. Et donc, tous les dispositifs sonores qu'on a présentés ici s'activent avec la télécommande normalisée. Mais ils sont complétés aussi de la capacité à être activés par smartphone pour d'autres utilisateurs. Aujourd'hui, on voit bien que les dernières études, de l'étude Homer notamment, montrent un taux d'adoption croissant des personnes déficientes visuelles sur des apps de mobilité parce que ça rentre dans un parcours naturel et parce que l'utilisation du smartphone se développe clairement en mobilité. Donc ces dispositifs-là sont activables et par télécommande et par smartphone. Et une fois de plus, ça permet aussi l'activation de langues différentes. Alors maintenant, s'agissant du contenu, qu'est-ce qu'on met dans les traversées sans feu piétonnes? Alors, première information, c'est qu'on est en train de continuer de travailler sur la partie design sonore. On a fait un certain nombre de tests, on a un certain nombre d'enseignements qu'on va pratiquer. Pour faire simple, il y a souvent une notion de jingle, un son qui va permettre d'attirer l'attention, de localiser l'équipement plutôt dans l'espace, pour pouvoir ensuite délivrer un message vocal qui, lui, va donner une information un peu plus contextuelle. Donc, non, ce ne sera pas du tout la ritournelle avec le jingle de début de vers et de vers pour les experts sur la partie traversée, mais probablement plutôt un message vocal qui va expliquer traverser sans feu. Et donc, voilà, on va être plutôt dans l'information et la direction, puisque une fois de plus, les deux côtés de la traversée s'activent de manière synchronisée et simultanée pour favoriser cet objectif d'atteindre l'autre côté de la rue en toute sécurité. Merci Sylvain. J'enchaîne avec des questions podotactiles que je pensais adresser à Sandra, qui a particulièrement suivi cette partie-là, avec Martin notamment. La notion de tapis traversant peut-elle être explicitée? Et j'ai une question plus sur la norme de la bande d'interception est-elle sortie? Est-ce que tu as des réponses à nous apporter? En effet. Alors effectivement, les travaux sur la norme, relatifs à la norme qui s'appliquerait aux bandes d'interception est toujours en cours. C'était justement pour faire avancer ces travaux que nous avons proposé de faire tester plusieurs dispositifs, plusieurs sens de perception des bandes texturées, leur largeur, la dimension générale du dispositif, qui donc a pour vocation d'orienter vers le centre de la traversée, pour bien rester dans l'axe lorsqu'on traverse. Et finalement, en sont ressortis assez unanimement des résultats qui, on l'espère, continueront de faire avancer les travaux relatifs à cette normalisation. Voilà. Quant au tapis traversant, il s'agit d'une bande texturée au centre de la traversée, là aussi, qui permet à l'usager de rester au centre plutôt que de dévier. Et donc, ce sont des texturages qui pourraient ressembler à ceux des bandes d'éveil à la vigilance, mais qui justement ne peuvent pas être confondus et qui, sur une bande d'une largeur un petit peu inférieure à 60 cm, permettent de rester bien dans l'axe de la traversée. Parfait, merci Sandra. On a une dernière question de Sophia sur les applications d'aide et d'itinéraire seront-elles accessibles, que je me permets de prendre à la volée en tant que spécialiste. Et évidemment, moi je tiens à souligner la démarche remarquable d'exploitation d'une maquette BIM à destination de créer le référentiel de données compatibles avec ces applications d'itinéraire, et donc la charge finalement de la Solideo d'ouvrir ces données et qu'elles soient utilisables. Il appartient cependant aux utilisateurs de faire en sorte que ces aides soient accessibles, soient parfaitement conçues, soient inclusives. Et donc, c'est bien l'éditeur de l'application qui doit faire en sorte de prendre en compte les besoins spécifiques qui, in fine, servent évidemment à tous. Donc, sur la partie numérique, je voulais juste préciser ça. Et on a une question, c'est sur la charge de l'entretien des équipements et des informations.
Je pense qu'il y a ces deux dimensions-là. C'est quid de la mise à jour de ces infos, à la fois sur les dispositifs sonores, peut-être les mâts aussi, et puis l'entretien. Donc, je ne sais pas si un de nos intervenants veut se... Oui, Pierre-Antoine. Oui, je vais peut-être répondre. C'est évidemment une très bonne question. Alors, c'est déjà une question qui se pose de manière générale. Et là, elle se pose d'autant plus qu'effectivement, nous, on a ce rôle d'aménageur, mais que la Solido est en plus vouée à disparaître. Donc, effectivement, l'héritage, c'est l'établissement public territorial pleine commune qui va assurer l'entretien et la maintenance des éléments. Donc, pour nous, c'est une vraie question. Donc, effectivement, ils sont pleinement intégrés au projet, puisqu'on a une personne des services techniques de pleine commune donc, qui est dans un petit peu le comité de pilotage et dans les réunions mensuelles. On a effectivement, alors, on sait qu'effectivement, il y a une vraie acceptation du projet aussi parce que, comme beaucoup de collectivités, ils n'avaient pas non plus tant que ça de doctrine sur la signalétique piétonne. Donc, je pense que c'est un vrai plus. Et c'est aussi une question qu'on se pose en fait à l'échelle de toutes les autres innovations, puisque dans le cadre aussi de la démarche d'innovation sur l'excellence environnementale, on va laisser en héritage des objets, je dirais, plus techniques, des objets qui vont notamment améliorer la qualité de l'air via dispositifs filtrants. Donc, c'est vraiment cette question de la passation et l'appropriation. Je dirais que c'est inscrit dans notre feuille de route dès le début. Donc, on n'a pas trop de doute sur le fait que ces objets-là seront entretenus, maintenus et mis à jour pour la partie informationnelle. Parfait. Merci pour cette réponse, Pierre-Antoine. Sandra? Je voulais simplement ajouter que c'était la raison pour laquelle nous avions également conçu l'ensemble de nos dispositifs de façon très modulaire, c'est-à-dire qu'en réalité, pour adapter le contenu, on a rendu facile, le démontage, le remontage, la réimpression finalement des supports sur lesquels, des supports informationnels et directionnels. Voilà, donc cet aspect a été bien sûr pensé tout au long du projet. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions et nous abordons la 59e minute de 11h. Je vous propose donc... Ah, j'ai peut-être une autre question. Diversité linguistique des participants et des spectateurs. Comment s'assurer que les balises sonores soient compréhensibles pour tous les utilisateurs déficients visuels? Question de Nicolas. Je pense que là, tu as un élément de réponse peut-être, Sylvain. Et on finira sur cette question. Effectivement, les balises sonores peuvent diffuser des messages dans différentes langues. On va privilégier les langues les plus parlées au regard du visitorat qui est prévu. On utilise en l'occurrence une synthèse vocale a cappella qui est très largement employée dans des applications et des systèmes d'aide à la déficience visuelle pour avoir une langue la plus intelligible. Il se trouve que Acapella notamment a passé on va dire des certifications d'intelligibilité de la voix. Ça fait partie notamment des discussions qu'on a eues dans le cadre de la norme feu sonore qui est en finalisation de révision, où cette question de l'intelligibilité a été portée par les associations de personnes déficientes visuelles. Donc oui, il y aura des langues disponibles différentes pour les utilisateurs, à travers notamment l'utilisation du smartphone qui nous permet de savoir directement quelle est la langue de l'utilisateur et de lui diffuser directement du contenu dans sa langue. Et si sa langue n'est pas présente dans le dispositif parce qu'on ne peut pas embarquer 180 langues dans une balise audio, ce sera l'anglais qui sera privilégié par défaut. Alors, on aura une dernière question que j'avais oublié de Chloé sur la boussole signalétique. Qu'est-ce que la boussole signalétique ? Alors, je peux peut-être... Ouais, Sandra, si tu veux. Peut-être pour revenir effectivement sur le principe qui a été le nôtre, après identification des opportunités qui s'offraient à nous sur ce territoire, comme on le disait tout à l'heure, les pôles magnétiques naturels, la Seine, les repères architecturaux, eh bien, on a opéré donc cette fameuse rotation de 40 degrés pour pouvoir avoir une carte mentale de l'espace nord-sud, est-ouest qui nous est plus commune. Et donc, c'est ce qu'on a proposé finalement. Bon, voilà, la Seine à gauche, tout simplement
reprendre les repères cardinaux pour identifier les points d'intérêt majeurs sur nos systèmes de signalétique. C'est ce que nous avons appelé la boussole signalétique, qui du coup, également, en termes d'orientation du son, c'est ce qu'on a testé et c'est ce sur quoi nous sommes revenus. Nous avions imaginé pouvoir profiter de la directivité du son pour orienter. Et on a pu constater que ça n'était pas si efficace que cela. Bon, mais du coup, on a malgré tout conservé ce principe de boussole signalétique avec ces points de repère essentiels, faciles à retrouver dans l'espace urbain. Je précise aussi qu'ils sont présents sur les plans tactiles et qui viennent amplifier la perception des utilisateurs. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment des points cardinaux sur lesquels on peut venir appuyer et on a des bruits qui vont représenter les 4 points cardinaux du quartier, donc évidemment où il y a la scène qui est mise en avant. Donc matériellement, ça se retrouve sur les plans tactiles. Je profite de cette reprise de voix pour remercier toutes et tous nos intervenants, donc notamment Pierre-Antoine pour la flexibilité, Martin qui a assuré la solution de reprise.